Vous êtes au milieu de l'Atlantique Nord, perdu dans l'obscurité totale d'une nuit sans lune. Les vagues font rage autour de vous, hautes comme des immeubles de 3 étages, et quelque part, caché sous cette mer déchaînée, un prédateur invisible vous traque. Ou peut-être est-ce vous qui le traquez. Dans quelques minutes, l'un de vous deux sera au fond de l'océan. L'autre, s'il survit, racontera l'une des batailles navales les plus brutales et les plus incroyables de toute la Seconde Guerre mondiale. Ce qui va se passer cette nuit-là défie toute logique militaire. Un destroyer américain va littéralement éperonner un sous-marin allemand, et les deux équipages vont s'affronter au corps à corps, comme des pirates du XVIIIe siècle, au milieu d'une tempête. Des hommes vont se battre avec des couteaux de cuisine, des pistolets lance-fusées, et même des douilles d'obus utilisées comme matraques. Mais je prends de l'avance. Revenons au début de cette nuit maudite. Il est exactement 1h du matin, le 1er novembre 1943. L'endroit? Quelque part au large de l'Islande, dans les eaux les plus dangereuses et les plus froides de l'Atlantique Nord. C'est ici, dans ce cimetière marin, où des centaines de navires alliés ont déjà coulé, que l'USS Bory patrouille dans l'obscurité. L'USS Bory n'est pas n'importe quel navire. C'est un destroyer de classe Clemson, un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a déjà vu 25 ans de service. Il mesure plus de 95 mètres de long, pèse 1200 tonnes et peut filer à 35 nœuds quand les moteurs tournent à plein régime. Mais cette nuit, il n'est pas là pour la vitesse. Il est là pour une seule chose, traquer et détruire les U-boots allemands qui terrorisent les convois alliés. Aux commandes de ce prédateur d'acier se trouve un homme encore jeune, mais dont le regard porte déjà le poids de nombreuses batailles. Le lieutenant Charles Harris Hutchins, 30 ans à peine, cheveux coupés ras, mâchoire carrée, et une réputation de commandant qui n'hésite jamais. Certains disent qu'il est trop audacieux, d'autres disent qu'il est exactement le genre d'officier dont l'US Navy a besoin pour gagner cette guerre. Cette nuit, Hutchins est sur la passerelle, scrutant l'horizon invisible à travers les embruns salés qui fouettent son visage. Le vent hurle autour de lui. Les vagues, monstrueuses, font 4,5 mètres de haut, assez pour engloutir un petit bateau en quelques secondes. Le destroyer monte et descend comme un cheval de rodéo. Et pourtant, Hutchins reste immobile, les yeux rivés sur l'obscurité. Puis, soudain, une voix s'élève depuis la salle radar, juste en dessous de la passerelle. « Commandant, contact radar à 8 milliards, relèvement 170 degrés. » Le cœur de Hutchins se met à battre plus fort. Un contact radar à cette distance, à cette heure, dans ce secteur, il n'y a qu'une seule explication possible. « Confirmez le contact », ordonne-t-il d'une voix calme, mais ferme. « Contact confirmé, commandant. Cible en surface, vitesse faible, cap constant. » Un sourire glacial se dessine sur le visage de Hutchins. Un U-boot. Pas de doute. Les sous-marins allemands doivent régulièrement faire surface pour recharger leur batterie diesel. Et celui-ci vient de commettre une erreur fatale. Il l'a fait exactement au mauvais endroit, au mauvais moment. Viré à 170 degrés, toute la barre à tribord, vitesse maximum. Le barreur fait tourner la roue et l'USS Bory vire brutalement, son étrave fendant les vagues comme une lame tranchant de la chair. Les moteurs rugissent, le navire tremble de toute sa structure. Et quelque part, loin devant, invisible dans la nuit, un sous-marin allemand ne sait pas encore qu'il vient d'être condamné à mort. Mais ce sous-marin n'est pas une proie facile. C'est le U-405, un submersible de type 7C, le cheval de bataille de la Kriegsmarine, la redoutable marine de guerre allemande. Depuis son lancement en 1941, ce U-boot a survécu à d'innombrables attaques, coulé plusieurs navires alliés et échappé à la mort plus de fois que son équipage ne peut compter. À sa tête, le Korvettenkapitän Rolf Heinrich Hoppmann. Un homme de 35 ans, regard acéré, barbe de plusieurs jours et une expérience au combat qui dépasse celle de la plupart des capitaines de sa génération. Hoppmann a déjà survécu à 2 missions dans l'Arctique, 3 dans l'Atlantique Nord, et il sait mieux que quiconque à quel point chaque seconde passée en surface est une seconde de trop. Cette nuit, il a fait surface à la faveur de l'obscurité, pour recharger les batteries. Une opération de routine, mais toujours dangereuse. Les diesels ronronnent, les batteries se remplissent lentement, et l'équipage de 45 hommes respire enfin un peu d'air frais après des heures confinées dans l'atmosphère étouffante du sous-marin. Mais au fond du bateau, dans le compartiment hydrophone, un jeune matelot de 22 ans porte ses écouteurs et écoute attentivement les sons de l'océan.
C'est son travail. C'est ce qui maintient tout l'équipage en vie. Et soudain, il entend quelque chose qui lui glace le sang. Un bruit. Faible d'abord, puis de plus en plus distinct. Le son caractéristique d'hélice labourant l'eau à grande vitesse. Ce n'est pas un bruit de baleine. Ce n'est pas un bruit de tempête. C'est le bruit d'un navire de guerre fonçant droit sur eux. « Commandant !» crie-t-il dans l'interphone. Navire rapide, relèvement 90 degrés. Distance inconnue, mais il approche vite. Dans le kiosque, Hopman se fige. Son expérience lui dit instantanément ce que cela signifie. Il n'y a aucun navire ami dans ce secteur. Aucun. Ce ne peut être qu'une seule chose. Un destroyer américain. Et si ce destroyer est assez proche pour être entendu à l'hydrophone, alors ils sont déjà en danger de mort. « Alerte générale !» hurle Hopman. « Parez à plonger. Tout l'équipage à son poste de combat immédiatement. » Les sirènes résonnent dans tout le U-boot. Un son strident, terrifiant, que chaque homme à bord connaît trop bien. C'est le son de la survie. Les 45 hommes se précipitent, se bousculent dans les coursives étroites, grimpent les échelles, ferment les écoutilles. Chacun sait exactement où aller, exactement quoi faire. Une machine humaine parfaitement huilée. En quelques secondes à peine, le U-405 bascule et commence sa plongée d'urgence. L'eau envahit les ballastes avec un rugissement sourd. Le sous-marin s'enfonce rapidement sous les vagues, avalé par l'obscurité de l'océan. Sur la passerelle de l'USS Bory, Hutchins scrute désespérément l'obscurité. Ses yeux cherchent une silhouette, une ombre, n'importe quoi, mais il ne voit rien. Que des vagues noires et furieuses, illuminées faiblement par les embruns phosphorescents. « Distance à la cible ?» demande-t-il. « 5 milliards, commandant. Toujours au cap 170. Très bien. Maintenez le cap. » Puis, quelques secondes plus tard, une nouvelle voix s'élève depuis la salle radar. « Commandant, 2 milliards ?» Hutchins se penche en avant, les mains agrippées à la rambarde. « 1500 yards. » Encore quelques secondes. « 1000 milliards, commandant. Préparez les projecteurs. Dès qu'on le voit, on l'illumine. » Mais soudain, la voix de l'opérateur radar change de ton. « Commandant, contact perdu. » Un silence de mort s'abat sur la passerelle. Hutchins sent son sang se glacer dans ses veines. « Répétez. »« Contact perdu, commandant. La cible a disparu de l'écran radar. » Hopman a plongé, ce qui signifie qu'il sait qu'ils sont là, ce qui signifie que, quelque part sous la surface noire de l'océan, un sous-marin chargé de torpilles se prépare maintenant à contre-attaquer. « Demi-vitesse », ordonne Hutchins calmement. « Passez au sonar. Je veux ce bâtard localisé, et vite. » En dessous, dans la salle sonar, 2 opérateurs se mettent au travail. Le sonar actif envoie des impulsions sonores dans l'eau, cherchant un écho, cherchant une signature. Chaque seconde semble durer une éternité. Puis, enfin, un ping revient. Contact sonar. 2 milliards, relèvement 170 degrés, profondeur estimée à 60 mètres. Virez à 170. On y va. L'USS Bory vire de nouveau, suivant sa proie invisible comme un loup traquant un cerf dans une forêt sombre. À bord du U-405, l'atmosphère est oppressante. Les lumières sont tamisées. Les moteurs électriques ronronnent doucement. Personne ne parle. Personne n'ose même respirer trop fort. Dans le compartiment hydrophone, le jeune matelot écoute, les yeux fermés, concentré au maximum. Il entend les hélices du destroyer américain. Il entend les pings réguliers du sonar qui les cherche, qui se rapproche. « Commandant » murmure-t-il dans l'interphone. « Ils nous ont. Le sonar est verrouillé sur nous. » Hopman serre les dents. Il sait ce qui va suivre. Virez à bâbord toutes. Descendez à 80 mètres. Silence absolu. Le U-boot vire lentement, essayant d'échapper à l'étreinte invisible du sonar ennemi. Mais les pings continuent, encore et encore, plus fort, plus proche. Et soudain, l'opérateur hydrophone entend un nouveau son. Un son horrible, le son de charges de profondeur tombant dans l'eau juste au-dessus d'eux. « Charges à l'eau !» Hopman hurle. « Accrochez-vous !» Les explosions frappent, pas directement mais assez près. Le U-boot est secoué violemment, les lumières vacillent, des outils tombent. Un matelot s'effondre contre une cloison, le crâne en sang. Mais ce n'est pas fini. Une deuxième vague de charges explose, plus près cette fois. L'une d'elles détonne juste devant l'étrave, et l'onde de choc frappe le sous-marin comme un coup de marteau géant. « Inondation dans le compartiment avant !»
crie un officier. « La coque est fissurée !» Hopman se précipite vers l'avant. Il voit l'eau jaillir à haute pression à travers une fissure dans la coque. Les hommes tentent désespérément de colmater, mais c'est inutile. À cette profondeur, la pression est trop forte. Hopman comprend immédiatement. S'ils restent immergés, ils couleront. Lentement, sûrement, ils s'enfonceront au fond de l'océan et personne ne retrouvera jamais leur corps. Il n'a plus le choix. Faites surface, toutes les pompes à fond, et préparez les pièces, on va se battre. L'USS Bory vient de passer au-dessus de la dernière position du sous-marin lorsque soudain, à l'arrière, l'eau se met à bouillonner furieusement. « Commandant, il fait surface, juste derrière nous !» Hutchins se retourne brusquement. Et là, émergeant de l'océan comme une créature préhistorique, le U-405 jaillit dans un torrent d'eau et d'écume. Sa coque noire et luisante brille sous la lune. Ses écoutilles s'ouvrent violemment. « Projecteurs, allumez tout !» Les puissants projecteurs du Bory s'allument instantanément, inondant le sous-marin de lumière blanche aveuglante. Et ce que les Américains voient les glace d'effroi. Des dizaines de marins allemands jaillissent des écoutilles comme des fourmis d'une fourmilière attaquée. Ils courent sur le pont glissant, trempés, balayés par les vagues, et se précipitent vers les canons. Leurs uniformes noirs claquent dans le vent. Leurs visages sont blancs, déterminés, désespérés. Les premiers à arriver sur le pont sont les servants des canons de 20 mm. Ils arment les pièces en quelques secondes, les font pivoter, les pointent droit sur le destroyer américain. Et ils ouvrent le feu. Les canons crépitent. Les obus traceurs filent à travers la nuit, comme des étoiles filantes rouge sang. Ils sifflent au-dessus des vagues, frappent la coque du Bory dans un fracas métallique horrible. Sur le pont du Bory, les marins plongent à couvert. Les obus ricochent, déchirent le métal, percent les superstructures. Un matelot hurle, touché à l'épaule. Un autre tombe, le crâne fracassé par un éclat. Toutes les pièces, feu à volonté. Écrasez-les. Les canons du Bory répondent. Les 4 canons de 4 pouces, les canons de 20 mm, les mitrailleuses lourdes. Tout s'ouvre en même temps. C'est un déluge de feu et d'acier. Les premières salves passent trop haut, perdues dans l'obscurité. Mais rapidement, les canonniers américains ajustent leurs tirs. Et quand ils trouvent la cible, c'est un massacre. Les obus de 20 mm déchiquettent le pont du U-405. Les servants allemands sont fauchés, arrachés de leur poste, projetés par-dessus bord. Le sang éclabousse le métal noir du sous-marin. Les corps s'effondrent. Certains glissent dans l'eau et disparaissent. Mais les Allemands ne reculent pas. D'autres hommes sortent pour remplacer les morts. Ils enjambent les cadavres de leurs camarades, prennent les commandes des canons et continuent de tirer. C'est une bravoure insensée, suicidaire, mais c'est tout ce qu'ils ont. Et au milieu de ce carnage, une équipe de servants allemands se bat pour atteindre l'arme la plus redoutée du U-boat, le canon de 90 mm, une pièce d'artillerie monstrueuse capable de percer la coque d'un destroyer comme du papier. Si ce canon entre en action, le Bory est fini. Hutchins voit le danger immédiatement. Concentrez le feu sur le gaillard d'avant, ne les laissez pas armer ce 88. Les 4 canons de 4 pouces pivotent, ils visent, et ils tirent. Les obus explosent sur le pont du sous-marin dans un fracas apocalyptique. Les servants allemands qui tentaient d'armer le 90 mm sont littéralement pulvérisés. Quand la fumée se dissipe, il ne reste plus rien. Ni hommes, ni canons. Juste du métal tordu et du sang. Le Bory continue de tirer, pilonnant sans relâche le U-405. Mais malgré les dégâts terribles, malgré les morts qui s'accumulent, le sous-marin flotte encore. Sa coque épaisse encaisse les coups. Hutchins sait qu'il faut un coup décisif, un coup fatal, et il n'y a qu'une seule manière de le donner. « On va l'éperonner », dit-il calmement. Le second se tourne vers lui, les yeux écarquillés. « Commandant, si on le percute à cette vitesse, on pourrait couler nous aussi. »« Je sais, mais c'est notre seule chance, mettez le cap droit sur lui. » Le barreur obéit, les mains tremblantes. Il tourne la roue. L'USS Bory vire, son étrave pointant maintenant droit vers le flanc du U-405. « Parez à l'éperonnage, que tout l'équipage se cramponne. » Les marins s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent. Certains prient, d'autres ferment les yeux. Le Bory accélère. 20 nœuds, 25 nœuds, 27 nœuds. Les moteurs hurlent. Le destroyer fonce comme un missile lancé droit sur sa cible. Sur le U-405,
Hopman voit l'étrave du destroyer grossir dans son champ de vision. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il ne peut rien faire pour l'empêcher. Accrochez-vous! Le choc est monstrueux. L'étrave du Bory percute le flanc du U-405 avec la force d'un train lancé à pleine vitesse. Le métal hurle. La coque du sous-marin se tord, se déforme, se déchire. L'étrave du destroyer se plie, se froisse comme du papier d'aluminium. Dans les entrailles du Bory, le choc se propage comme une onde sismique. Les hommes sont projetés contre les cloisons. Des tuyaux éclatent, des machines se brisent, et surtout des fissures apparaissent dans la coque. L'eau jaillit immédiatement. Des torrents d'eau glacée envahissent les compartiments avant. Dans la salle des machines, l'ingénieur en chef Kenneth Miles Lucas voit l'inondation commencer. Mais il ne panique pas. Il a vu pire. Équipe de réparation, au compartiment avant, colmater ces fissures, pomper cette eau, et que les moteurs continuent de tourner, bordel. Ces hommes obéissent, barbotant dans l'eau qui leur monte déjà jusqu'aux genoux. Mais le choc de l'éperonnage a eu un effet inattendu. L'étrave du Bory s'est enfoncée dans le flanc du U-405, et maintenant, les deux navires sont littéralement collés l'un à l'autre, coincés, emmêlés, comme deux animaux pris au piège qui se battent à mort. Et c'est là que se produit quelque chose d'absolument incroyable. Sur le pont du U-405, Hopman réalise que ces hommes et l'équipage américain ne sont plus qu'à quelques mètres les uns des autres, si près qu'ils peuvent se voir les yeux, si près qu'ils peuvent s'entendre crier « À l'abordage !» hurle-t-il. « Prenez tout ce que vous trouvez et battez-vous !» Les marins allemands surgissent une dernière fois, mais ils n'ont plus de munitions, plus de canons. Juste leurs mains, leur rage et leur désespoir. Ils attrapent tout ce qui leur tombe sous la main, des pistolets lance-fusées, des couteaux, des clés à molette, des barres de fer, même des douilles d'obus vides qu'ils brandissent comme des matraques. Sur le pont du Bory, les Américains voient les Allemands charger, et eux aussi attrapent ce qu'ils peuvent. Des fusils Thompson, des pistolets, des couteaux de cuisine arrachés à la cambuse, des haches d'incendie, des chaînes, et les deux équipages s'affrontent au corps à corps, au milieu de la nuit, au milieu d'une tempête, sur deux navires à moitié coulés. C'est une scène d'un autre âge. Comme si des pirates du XVIIIe siècle s'étaient soudainement matérialisés au milieu du XXe siècle. Des hommes hurlent, frappent, se battent avec une sauvagerie primitive. Un Américain tire un pistolet lance-fusée directement dans la poitrine d'un Allemand. La fusée explose et l'homme s'effondre, brûlant. Un Allemand lance une douille d'obus qui frappe un marin américain en pleine tête. L'homme tombe inconscient. Un autre Américain brandit une hache d'incendie et frappe encore et encore, repoussant trois Allemands qui tentent de monter sur le pont du Bory. C'est brutal, c'est sanglant, c'est horrible. Mais les Américains ont un avantage. Ils sont plus nombreux. Ils ont le couvert de leur superstructure. Et ils ont la hauteur. Leur pont est plus élevé que celui du U-boot. Lentement, inexorablement, les Allemands sont repoussés, puis massacrés. Les derniers défenseurs du U-405 tombent un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne sur le pont du sous-marin, juste des corps, juste du sang, juste le silence. Incroyablement, le U-405 flotte encore. Sa coque est déchirée, perforée, mais il flotte, et dans son kiosque, Hopman est toujours vivant. Blessé, ensanglanté, mais vivant, il regarde autour de lui. Son équipage est décimé, ses canons sont détruits, mais il lui reste une arme, une dernière arme, les torpilles. « En arrière toutes !» hurle-t-il. « Arrachez-nous de ce destroyer !» Les moteurs diesel rugissent une dernière fois. Le U-405 tire de toutes ses forces. Le métal grince, hurle, puis cède. Le sous-marin se dégage lentement de l'étreinte du Bory et commence à glisser vers l'arrière. Sur le Bory, Hutchins voit le sous-marin s'échapper. « Ne le laissez pas partir, toutes les pièces, feu !» Les canons tirent encore, mais les coups ne sont plus aussi précis. Les deux navires sont trop proches, les angles sont mauvais. Et dans la salle des machines du Bory, Lucas regarde avec horreur l'eau monter de plus en plus haut. Les pompes ne suffisent plus. Le navire prend l'eau plus vite qu'ils ne peuvent la pomper. « Commandant !» crie-t-il dans l'interphone. « On coule. Les moteurs vont lâcher d'une minute à l'autre. » Hutchins serre les dents. Ils sont en train de perdre leur propre navire. Mais ils n'abandonnent pas. « Parez les torpilles. On va le finir. » Sur le pont avant, un lance-torpille triple pivote lentement, pointant vers le U-405 qui s'éloigne. Les servants chargent, visent, attendent l'ordre. Feu. Les torpilles partent.
Elles filent à travers l'eau, laissant derrière elles des traînées de bulles blanches. Elles se dirigent droit vers le U-405, mais elles ratent leur cible. Toutes. Le sous-marin, malgré ses dégâts, parvient à manœuvrer juste assez pour les éviter. Hopman, le visage ensanglanté mais déterminé, ordonne une dernière plongée. Le U-405 s'enfonce sous les vagues, disparaissant une dernière fois dans l'obscurité de l'océan. Mais il ne va pas loin. Quelques heures plus tard, l'inondation devient incontrôlable. Hopman n'a plus le choix. Il fait surface une dernière fois et ordonne l'évacuation. L'équipage monte dans les canaux de sauvetage. Ils regardent leur sous-marin couler lentement. Puis, ils dérivent dans l'Atlantique glacé en pleine tempête, sans vivres, sans eau potable, sans espoir. 45 hommes sont montés à bord du U-405 ce soir-là. Seulement 7 survivront. Quant à l'USS Bory, il ne s'en sort pas mieux. Les dégâts causés par l'éperonnage sont trop importants. Malgré les efforts héroïques de Lucas et de son équipe, l'eau continue de monter. Le lendemain matin, Hutchins est forcé de donner l'ordre d'abandonner le navire. L'équipage est évacué par un autre destroyer. Puis il regarde, impuissant, l'USS Bory couler lentement dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. 27 marins américains périront dans cette bataille. Mais Charles Hutchins survivra. Il recevra plus tard la Navy Cross pour sa bravoure. Kenneth Lucas recevra également une distinction pour avoir maintenu les moteurs en marche jusqu'au dernier moment. Rolf Heinrich Hopman, lui, sera capturé après avoir dérivé pendant 3 jours. Il passera le reste de la guerre dans un camp de prisonniers au Canada. Il survivra, rentrera en Allemagne et vivra jusqu'en 1979, ne parlant jamais publiquement de cette nuit horrible où son sous-marin fut éperonné et son équipage massacré dans un combat au corps à corps, digne du Moyen-Âge. Cette bataille, l'une des plus brutales et des plus étranges de toute la Seconde Guerre mondiale, reste gravée dans les annales de l'histoire navale, non pas pour sa stratégie, non pas pour sa technologie, mais pour son humanité brutale, pour le courage désespéré des hommes des deux côtés, et pour nous rappeler que même dans la guerre moderne, parfois,